Donc en résumé, tous les éléments chimiques qui constituent la matière de notre univers d'aujourd'hui et qui nous constituent nous-mêmes en tant qu'êtres humains, a été formé dans les étoiles, soit dans leur fonctionnement normal, soit dans leur phase explosive finale. C'est donc le moment de proposer une définition de la radioactivité. En fait, la radioactivité, c'est la propriété qu'ont certains noyaux atomiques de se désintégrer en d'autres noyaux plus légers en émettant du rayonnement. Et donc, ils forment des noyaux plus légers, on dit qu'ils se transmutent. Donc, la radioactivité, c'est une transmutation, c'est-à-dire qu'un élément chimique devient un autre élément chimique avec émission de rayonnement. Pourquoi est-ce qu'on change d'élément chimique ? Parce que dans cette affaire, en général, le nombre de protons au sein du noyau est modifié, de sorte qu'on n'a plus affaire au même élément chimique, c'est-à-dire au même corps dans le tableau périodique de Mendeleïev. Le tableau périodique de Mendeleïev, c'est ce tableau qu'on trouve au fond de toutes les salles de travaux pratiques dans les lycées et qui recense tous les éléments chimiques constitutifs de la matière ordinaire. Alors, il y a une propriété importante qui intervient quand on parle de radioactivité, c'est ce qu'on appelle la période, c'est-à-dire le temps moyen au bout duquel un corps radioactif donné va se désintégrer. Prenons l'exemple du carbone 14, qui a une période de plusieurs milliers d'années. Eh bien, ça veut dire que si on prend une population de noyaux de carbone 14, eh bien, au bout d'un temps égal à la période de cet élément, eh bien, la moitié des atomes de carbone 14 se sera désintégrée. Donc la période, c'est une mesure un peu statistique qui nous dit dans quelle proportion une population donnée d'atomes radioactifs va se désintégrer au bout d'un certain temps. Alors ce qui est étonnant, c'est que la radioactivité n'est pas un processus déterministe, au sens où nous ne sommes pas capables de dire exactement à quel moment un noyau donné va se désintégrer. Prenons l'exemple du carbone 14. Eh bien, ce que nous dit le concept de période, c'est qu'au bout de quelques milliers d'années, la moitié des atomes de carbone qui composent l'échantillon auquel on s'intéresse se sera désintégré. Mais pour un noyau de carbone 14 donné, nous sommes incapables de dire à quel instant précis il va se désintégrer. Autrement dit, le concept de période est un concept statistique. Nous ne sommes pas capables de prédire les choses individuellement pour chaque atome donné. Cette impossibilité n'est pas une impossibilité humaine, elle est liée aux lois mêmes de la physique qui régissent ce phénomène de radioactivité. Ce sont des lois indéterministes, c'est des lois qui relèvent de la physique quantique dont on a dit quelques mots tout à l'heure. Et donc, le fait de dire qu'un noyau est radioactif, c'est simplement être certain qu'il est condamné à un moment ou à un autre à disparaître en tant que tel. Alors c'est très étonnant de constater ainsi que en fait, la matière radioactive est une matière qui meurt, puisqu'elle finit par disparaître, sous la forme qu'elle a, mais elle ne vieillit pas. C'est-à-dire que les lois de la radioactivité sont telles qu'on peut affirmer, par exemple, qu'un atome de carbone 14 qui est né il y a, disons, 3000 ans, et un autre atome de carbone qui est apparu il y a 5 minutes, ont exactement la même probabilité de se désintégrer dans l'heure qui suit. Autrement dit, la probabilité qu'un atome radioactif a de disparaître dans un intervalle de temps donné est indépendante de son âge. On pourrait donc dire, en caricaturant un peu les choses, mais à peine, que la matière radioactive meurt mais ne vieillit pas. Parce que qu'est-ce que c'est que la vieillesse ? La vieillesse est un processus par lequel la probabilité qu'on a de mourir augmente avec l'âge. Et c'est vrai pour les humains, au-delà de 45 ans, de 50 ans, la probabilité qu'un être humain a de disparaître dans l'année pour raison de maladie ou autre est plus forte que lorsqu'il avait 30 ans. Donc c'est ça le vieillissement, c'est l'augmentation avec l'âge de la probabilité de disparaître. Et bien la matière radioactive ne vieillit pas, puisque sa probabilité de disparaître est indépendante de son âge. Par contre, elle meurt, puisqu'elle est condamnée à le faire par le fait même qu'elle est radioactive. Alors c'est aussi le moment peut-être, maintenant qu'on a donné une définition à peu près scientifique de la radioactivité, de distinguer plusieurs types de radioactivité. Alors, il y a plusieurs manières pour un noyau d'être instable. La première manière, c'est de contenir un nombre trop élevé de nucléons. Donc on sait qu'il n'y a pas, dans la nature en tout cas, de noyau plus lourd que l'uranium.
Ça veut dire que les noyaux qui sont plus lourds que l'uranium, eh bien, au bout d'un certain temps, finissent par se désintégrer. Et une des voies qu'ils ont pour faire cela, c'est ce qu'on appelle la fission. La fission nucléaire, qui consiste en ce que un noyau très lourd va, pour éliminer en quelque sorte son instabilité, se couper en deux noyaux plus légers. Et vous savez que ces réactions de fission libèrent toujours de l'énergie, beaucoup d'énergie, et elles sont utilisées dans les réacteurs nucléaires pour produire de l'électricité. Donc c'est une source d'énergie. Les réactions de fission sont des sources d'énergie possibles, et elles concernent notamment l'uranium et puis d'autres corps très très lourds. Donc c'est le premier type de radioactivité, la fission, qui est en quelque sorte le contraire de la fusion dont on a parlé tout à l'heure. La fusion, c'est deux noyaux légers qui s'agglomèrent pour former un noyau plus lourd en libérant de l'énergie, alors que la fission, c'est un noyau lourd qui se coupe en deux pour donner deux corps plus légers en libérant de l'énergie. Il y a un autre type de radioactivité qu'on appelle la radioactivité bêta. C'est ainsi qu'elle a été nommée par ceux qui l'ont découverte au début du siècle. Alors, en quoi consiste-t-elle ? L'instabilité du noyau peut venir du fait que, comme on l'a dit au début, il y a un déséquilibre trop grand entre le nombre de protons et le nombre de neutrons. Alors imaginons par exemple qu'il y ait trop de neutrons dans un noyau. Eh bien, il va pouvoir diminuer ou réduire la différence entre son nombre de neutrons et son nombre de protons en transformant quelques-uns de ces neutrons en protons. Et dans cette opération, le nombre de neutrons va baisser, le nombre de protons va augmenter, de sorte que l'excédent initial des neutrons va petit à petit se résorber. Eh bien, ce processus est possible et il est par définition ce qu'on appelle la radioactivité bêta, c'est-à-dire qu'un neutron va se transformer en proton en émettant un électron pour que la charge électrique soit conservée. Donc un neutron devient un proton de charge positive, plus un électron qui sort du noyau, et qu'on peut détecter, qui a une charge électrique négative, de sorte que la charge globale est nulle, comme celle du neutron qui est à l'origine de cette désintégration. Et puis en fait, on a découvert dans les années 30, expérimentalement dans les années 50, que dans cette opération, en fait, il y a une troisième particule qui est émise, très difficile à détecter, qui s'appelle le neutrino. Petit neutron en italien, donc il vient de ce que lorsqu'un neutron se désintègre en un proton, un électron, en fait il manque de l'énergie pour que le bilan soit conservé, et cette énergie manquante est en fait emportée de façon très discrète par un neutrino qui est donc très difficile à détecter. Donc la radioactivité bêta, c'est la transformation d'un neutron en un proton avec émission d'autres particules et qui permet à certains noyaux instables, trop riches en neutrons, de réduire leur excédent pour devenir des entités stables. Il faut savoir que le processus inverse est possible, c'est-à-dire qu'il y a des noyaux dans lesquels il y a trop de protons pour qu'ils soient stables, et là c'est la réaction inverse qui va se produire, c'est-à-dire qu'un proton va se transformer en neutron en émettant en plus, non pas un électron, mais un positron, c'est-à-dire l'antiparticule de l'électron, et puis un neutrino pour emporter l'énergie manquante. Donc on a là une sorte de processus qui permet de servir qui fait office de vase communicant finalement entre les protons et les neutrons et qui permet d'ajuster les effectifs de ces deux types de particules pour que l'équilibre entre la force électrique et la force nucléaire qui est essentielle pour que le noyau soit stable puisse apparaître. Enfin, il y a un dernier type de radioactivité qui consiste en ce que un noyau instable peut tirer profit de l'expulsion d'une particule alpha constituée de protons et de neutrons, c'est donc un noyau d'hélium. Et le noyau d'hélium est donc très courant dans la nature, qui est d'une entité très stable. Et donc certains noyaux émettent par radioactivité alpha des particules alpha, ce qui les rend plus stables. Et donc on a une typologie possible de la radioactivité. Donc c'est la fusion nucléaire, la fission nucléaire, la radioactivité alpha dont on vient de parler et la radioactivité bêta. Alors ces radioactivités finalement se distinguent par le type de rayonnement qu'elles émettent. Quand il s'agit de la fission nucléaire, eh bien on a dit qu'il y avait coupure d'un noyau lourd en deux noyaux plus légers, avec émission d'autres neutrons. Et ces autres neutrons vont pouvoir induire de ce qu'on appelle des réactions en chaîne, c'est-à-dire par collision avec d'autres noyaux lourds, provoquer eux-mêmes des fissions, etc. Et entamer comme ça une succession de réactions qui peuvent
croître exponentiellement. C'est le cas dans une bombe atomique, par exemple, alors que dans un réacteur nucléaire, au contraire, on essaie de contrôler ces réactions pour les maintenir à un niveau constant. Pour ce qui est de la radioactivité alpha, les particules émises sont des particules alpha, comme le nom l'indique, et ces particules alpha sont très facilement arrêtées par la matière, par le fait qu'elles interagissent très, très facilement et très fortement avec la matière, donc un rayon suffit à les arrêter. Elles sont très peu pénétrantes. Alors que les particules émises dans la radioactivité bêta, qui sont des électrons ou leurs antiparticules, les positrons, elles sont assez pénétrantes et il faut beaucoup de matière, enfin il faut relativement beaucoup de matière pour pouvoir les arrêter. Il y a une autre radioactivité dont j'ai pas parlé parce que elle est un peu plus subtile, c'est ce qu'on appelle la radioactivité gamma, c'est-à-dire que quand un atome instable se désintègre pour donner un autre noyau, cet autre noyau n'est pas forcément dans son état d'énergie minimale. Et donc il peut être dans ce qu'on appelle un état excité, et pour revenir à l'état d'énergie minimale, il va émettre de la lumière, qu'on appelle de la lumière gamma, parce qu'elle est invisible en fait, elle est tellement énergétique qu'elle sort du spectre de la lumière visible, on ne la voit pas, c'est plus énergétique encore que des rayons X, on l'appelle la lumière gamma, d'où le nom de radioactivité gamma. Et ces rayons gamma sont embêtants quand il s'agit de radioprotection parce qu'ils sont très pénétrants et il faut donc beaucoup de matière, du plomb par exemple, pour les arrêter.